va donc continuer cette présentation, ce Swissquote Trading Day. Et maintenant, on va parler du Japon. Alors, le Japon est un marché qui me tient à cœur parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, lors du point de fin d'année 2022, j'avais dit que c'était un des points qui me paraissait très intéressant parce que le graphique ressemblait à quelque chose d'explosif. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi le marché allait monter, mais il allait monter. Donc aujourd'hui, à l'occasion de ce Trading Day, j'ai fait venir M. Jean Keller, M. Jean Keller qui est le patron de Quaero Capital et qui va nous parler du Japon. Jean Keller, CEO de Quaero Capital, je vais te laisser présenter ta société. Jean va nous parler du Japon. Ils ont un fonds thématique sur le Japon et donc je te laisse expliquer pourquoi il faut investir sur la région là-bas et pourquoi ça va continuer à monter. Merci. Merci Thomas. Merci à tout le monde. Moi, je suis très ébloui par ces spots. Peut-être que le plus facile, c'est de me présenter rapidement ma société. Quaero Capital est une société d'asset management, de gestion institutionnelle destinée à des clients professionnels et des fonds de pension, des caisses de retraite, qui aujourd'hui gèrent à travers un certain nombre de spécialités près de 3 milliards d'euros d'actifs, étagés, est-ce que la présentation suit derrière, étagés sur une activité dans les marchés privés et une activité dans les marchés publics. Je ne sais pas si on peut avoir la présentation sur l'écran. On s'en occupe. C'est magnifique. Je vais faire un très beau graphique que je voulais montrer. Et si on passe à la page suivante, sur la société Quaero Capital, voilà, avec une présence essentiellement en Suisse. Nous sommes une société suisse basée à Genève, mais avec une implantation à Londres, à Paris, au Luxembourg et également à Zurich. Comme vous le savez, l'activité d'asset management est particulièrement importante pour la Suisse, puisqu'on a bien développé les activités de wealth management, mais d'avoir effectivement la capacité de générer ce qu'on appelle le Saint Graal, l'alpha, me paraissait très important, nous paraît très important, et nous nous sommes lancés dans cette aventure il y a quelques années avec un certain nombre de produits, chaque fois tous très spécialisés. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un de nos fonds qui s'appelle le Taiko Japan Fund, qui est une manière d'investir dans le Japon à travers une approche extrêmement concentrée, extrêmement active. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de vous convaincre que c'est au Japon qu'il faut investir. Alors, tous les gens qui m'ont parlé dans cette salle juste avant cette présentation me disent « Ouais, le Japon, tu sais, c'est très difficile, il y a eu beaucoup de faux départs. » Et c'est juste que ça a été un marché extrêmement difficile. Moi, je me souviens, je travaillais déjà le 29 décembre 1989 quand on a touché le plus haut historique, qui était de 39 915, je crois. Je l'ai marqué quelque part, mais je l'ai oublié. Et, hein, oui, voilà, je sais que tu es presque aussi vieux que moi. Et le résultat, c'est que depuis, il y a eu énormément de faux départs. Et le résultat, c'est qu'on est passé à plus de 35% de la capitalisation mondiale qui était dans les titres japonais, à aujourd'hui moins de 6%. Et les investisseurs qui ont cru au Japon ces 30 dernières années ont systématiquement eu tort, et ça a été le marché qu'il fallait ignorer. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous dire pourquoi il ne faut plus l'ignorer et pourquoi ce à quoi on est en train d'assister dans l'économie japonaise, dans le marché japonais, est importante pour la suite et pour les marchés. D'abord, tout le monde sait, la première question qu'on me pose quand on parle du Japon, c'est la question de la démographie. Le Japon est un pays assez extraordinaire dans le sens où c'est un des premiers pays ou un des pays les plus avancés dans le domaine de la natalité, de la dénatalité. Et je crois que c'est en 2004 que le Japon a commencé à vendre plus de couches pour personnes âgées que de couches pour nouveau-nés. Et cette tendance n'a pas cessé de se renforcer. Et comme vous le savez sans doute, c'est un pays qui est extrêmement restrictif avec l'immigration. Donc il ne peut pas se reposer sur un afflux de travailleurs étrangers pour résoudre les problèmes de dénatalité. Le résultat, c'est que le Japon a été forcé de composer avec cet état de fait et qu'on a vu un nombre très très important d'améliorations en vue de la productivité du travail et de la productivité technologique. Et il y a eu des investissements, et il y a des investissements colossaux qui ont été consentis pour pallier à ce manque de main-d'œuvre.
Pour la première fois dans l'histoire du Japon, nous pensons que nous allons assister à un changement séculaire dans la croissance des salaires avec une augmentation régulière annuelle, en tout cas pour les 5 prochaines années, pour compenser la pénurie de main-d'œuvre auquel le Japon doit faire face. Le problème qu'on a tous, on l'a dans toutes les économies, post-Covid, on en parle dans tous les journaux, c'est de recruter de la main-d'œuvre, c'est recruter une main-d'œuvre jeune, une main-d'œuvre motivée, et ça va nécessiter au Japon, pour la première fois depuis longtemps, une croissance importante des salaires, comme je vous l'ai dit, et un changement important dans les modes de consommation, surtout parmi les jeunes, puisqu'il y en a un encore. Comme vous le savez, le Japon a pendant très très longtemps eu un excédent d'épargne qui lui a permis d'émettre énormément de dettes, mais le gouvernement japonais se rend compte de 2 choses aujourd'hui. La première, c'est que la dette ne suffira pas à résoudre le problème des pensions, avec une population vieillissante et des taux d'intérêt extrêmement bas, même si nous les voyons graduellement remonter, mais avec des taux d'intérêt structurellement bas. Ils auront besoin du marché action, ils auront besoin d'une amélioration de la rentabilité des actifs pour résoudre leurs problèmes de retraite, pour résoudre la gestion de l'épargne. Avec le nouveau directeur de la Banque centrale et le cycle conjoncturel où il est, nous anticipons un changement fondamental dans la politique monétaire. Et aujourd'hui, dans un pays qui a à peu près 60% de son épargne en liquidité, l'augmentation de l'inflation, qui va être le résultat de plein de choses que vous voyez ici en Europe, aux États-Unis, mais aussi le résultat de la montée des salaires, va faire que cette épargne va certainement devoir être remise au travail et pas dans les marchés obligataires qui, maintenant, avec la hausse des taux, vont être en fait un puissant fonds. Il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 48% des titres cotés au Japon, dont le fameux ratio price to book, prix divisé par la valeur d'inventaire, est en dessous de 1. C'est absolument colossal. 22% des titres cotés au Japon ont ce même ratio en dessous de 1 depuis plus de 10 ans. C'est absolument phénoménal. Le parallèle à tous ces changements internes au Japon, c'est les changements géopolitiques auxquels on assiste, avec une Russie aujourd'hui extrêmement compliquée, et surtout avec les changements qu'on observe en Chine, et la volonté de tous les pays occidentaux de rediversifier leur chaîne d'approvisionnement, avec un retour des investissements dans des pays comme le Japon, il y en a d'autres, mais ce qu'on appelle en anglais techniquement le reshoring, qui va avoir des effets extrêmement importants également sur l'économie japonaise et va profondément bouleverser, parce que ce n'est pas seulement de ramener une usine localement qui devient important, mais c'est tous les effets induits qui vont découler de ce repositionnement industriel pour une économie comme celle du Japon. Le résultat, c'est qu'on assiste à des changements extrêmement importants dans la structure de la bourse japonaise. Et le gouvernement s'étant rendu compte, comme je vous l'ai dit, qu'il ne pouvait plus compter sur le marché des obligations, beaucoup de mesures ont été prises pour soutenir le marché des actions, et c'est ce à quoi on a assisté. Je crois que ce matin, en monnaie locale, le Japon est en hausse de 28% cette année. Thomas va me corriger, je me tourne vers lui. Mais c'est le résultat de la belle histoire qui est en train de se développer, mais c'est aussi le résultat des mesures qui ont été prises, dont j'aimerais vous parler et qui me paraissent très importantes. On est aujourd'hui à 33 500 sur le Nikkei, le plus haut était à 39 915, et moi je ne serais pas surpris que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir dépassé, ou disons dans le premier trimestre de l'année prochaine, on puisse avoir dépassé les plus hauts historiques. Et ça, psychologiquement, il faut bien se rendre compte que ça a un effet absolument colossal, puisque on a tous pensé et on a tous cru que le Japon ne remonterait jamais et qu'il serait toujours prisonnier de ces bandes de trading entre 22 et 39 000. Et moi, je pense que ça va profondément se transformer. On a assisté à une augmentation des takeovers hostiles. L'activité capital-investissement a accéléré au Japon, et pour la première fois, le gouvernement japonais et la gouvernance japonaise a permis des prises de position hostiles dans le capital de société, a permis à des activistes de fonctionner et à encourager les entreprises à dénouer leur immense tissu croisé d'actionnariat et à obliger les dirigeants d'entreprise à augmenter la rentabilité de leur capital action.
Et ça, c'est un changement extrêmement important dans la philosophie du capitalisme japonais. On a eu la publication il y a maintenant 3 ans d'un nouveau code de gouvernance pour les entreprises. On a beaucoup publié dans la presse un certain nombre de deals d'activistes et de démembrement de certains grands groupes, mais ça se passe à tous les niveaux. On assiste à des rachats d'actions, à des augmentations de dividendes. Et récemment, il y a eu cette mesure extraordinaire de la bourse de Tokyo qui était de dire aux gens, aux sociétés qui étaient cotées dans le Prime Index, dans la partie noble, la partie prestigieuse de la cote, que s'ils n'arrivaient pas à augmenter leur ratio price to book au-dessus de 1, ils risquaient d'être décotés et d'être renvoyés aux confins d'un indice de moindre importance et de moins prestigieux. Cette mesure, elle va avoir des effets. Comme vous savez, les Japonais sont très focalisés sur des questions d'image et nous pensons, ma firme pense que ça va avoir un impact important sur la valorisation du marché, qui reste un marché extrêmement peu cher au vu de la comparaison internationale, et peut-être une des seules économies émergées. Vous savez qu'on a beaucoup parlé des marchés émergents. Dans la réalité, il y a peu d'exemples d'économies qui sont effectivement arrivées à maturité. On peut parler de la Corée, mais on peut surtout parler du Japon, et c'est un pays de plus de 130 millions d'habitants qui offre des opportunités tout à fait égales à d'autres pays du monde occidental. Il y a eu des investissements technologiques colossaux. Comme je vous l'ai dit, la structure démographique du pays oblige les entreprises à investir dans une amélioration de la productivité grâce à la technologie. Et on a assisté au sein des entreprises japonaises à une augmentation structurelle des cash flows, des liquidités, la génération de liquidités de la part des entreprises japonaises. Tout ça s'est passé très inaperçu. Moi, j'ai eu la chance de commencer il y a très longtemps dans cette industrie que j'adore, et énormément de vieux crocodiles de la gestion me disent « le Japon, j'y crois pas ». Et c'est précisément le moment où on veut investir, c'est quand personne n'y croit. D'entrer dans quelque chose quand tout le monde y croit, c'est ballot, et c'est comme ça, c'est la manière la plus assurée de perdre de l'argent. Il faut se rendre compte que 20% du TOPIX, qui est le grand indice japonais, 20% des titres du TOPIX sont couverts par moins de 5 analystes. Aux États-Unis, 98% des titres du S&P 500 sont couverts par plus que 5 analystes. Il y a un potentiel de découverte au Japon d'une valeur cachée qui est absolument colossal. Et on le voit, moi je vous encourage, si vous aimez la recherche, si vous aimez les titres, prenez un titre comme Caterpillar aux États-Unis et comparez-le avec Komatsu. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des machines de chantier, mais essentiellement, elles me semblent être le même produit. Et je faisais l'observation ce matin en conduisant depuis la maison au travail qu'il y avait invariablement des Caterpillar sur les chantiers de la ville de Genève, qui sont nombreux, et des Komatsu, aussi des Wacker Neuson, en parenthèse. Ce sont essentiellement les mêmes entreprises, mais il y en a une qui se traite à des multiples élevés, avec un niveau de dette extraordinaire, avec ce que les Anglais appellent « price to perfection ». Et à l'inverse, une entreprise comme Komatsu a énormément de cash en bilan, a très peu de dettes, et tout le monde l'ignore. Et moi, je pense que ce genre d'histoires sont extrêmement courantes au Japon. Alors, je parlais avec mon ami André tout à l'heure ici, en prenant le café. Il me disait « Oui, mais regarde, Warren Buffett, etc. » Et je me réjouis d'avoir sa question. Mais effectivement, un investisseur légendaire value, qui est Warren Buffett, nous a dit que lui, il investissait au Japon et qu'il le faisait au cœur de la nuit. Vous savez, il ne fait jamais aussi froid que juste avant l'aube. C'est quelque chose que j'ai appris dans l'armée suisse, et je pense que c'est quelque chose dont il est bon de se souvenir en bourse. Notre fonds s'appelle le fonds Taiko Japon. C'est un fonds dont le gérant, qui est mon associé Rupert Kimber, qui ne peut pas vous parler aujourd'hui parce que malheureusement il n'a pas la capacité de le faire en français, mais qui a investi dans les thématiques dont je vous ai parlé, qui a cru, qui a été le prophète, si je puis dire, de tout ce qui s'est passé, qui a vu juste et qui gère depuis 2009 cette stratégie extrêmement concentrée
avec des rendements annuels bruts composés de plus de 11%. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais il faut vous rendre compte qu'au vu de ce qui s'est passé dans le marché, c'est tout à fait méritable. Comme je vous l'ai dit, c'est une approche à forte conviction, c'est un portefeuille concentré. Moi, j'ai la conviction, nous avons la conviction chez Quaero Capital que la gestion active fonctionne, mais il faut être véritablement actif. Il ne faut pas faire ce que les Anglais appellent du closet indexing, et il faut mettre son argent où est-ce que ce sont nos convictions, et c'est ce que nous essayons de faire. C'est un fonds qui investit dans toutes les étapes de capitalisation, dans les petites valeurs, les moyennes valeurs et dans les grandes valeurs. Et c'est un portefeuille qui essaye de le faire pour le long terme, sur lequel il y a peu de rotation du portefeuille, et dont le style, c'est de se concentrer sur des leaders industriels, des leaders dans leur secteur, qui sont capables qui sont sous-évalués, qui génèrent des liquidités fortes. Et nous essayons de capturer dans ce fonds la consolidation au sein des secteurs fragmentés et la restructuration d'entreprises inefficaces. À titre d'exemple, nous investissons dans un propriétaire d'EMS, dans un pays qui vieillit, c'est une belle industrie. Nous investissons dans le leader dans ce domaine, mais ce leader n'a que 1% du marché. C'est un marché qui est excessivement fragmenté, et le potentiel de consolidation dans ce marché japonais, dans beaucoup d'industries différentes, est absolument colossal. Nous avons une équipe d'investissement expérimentée. Derrière mon associé Rupert, il y a des gens au Japon qui nous aident avec la recherche. Rupert a lui-même vécu plus de 20 ans au Japon. Il parle japonais, bien que je suis toujours un tout petit peu sceptique sur les étrangers qui disent qu'ils parlent japonais, parce que c'est une langue qu'il faut pratiquer au quotidien pour véritablement comprendre les tréfonds de ce qui est écrit dans la presse financière. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à la recherche de champions nationaux et de champions globaux. La vérité, c'est que sur 30 titres, on essaye de diversifier entre ces deux modèles. Des sociétés qui ont un haut niveau de génération de liquidités, qui ont une position de leader sur leur marché, même quand ce leadership n'est que de 1% du marché, qui ont une croissance séculaire, je vais vous donner un certain nombre d'exemples et qui sont sur cette vague de restructuration, qui sont sur cette vague d'une gestion nouvelle sur le modèle économique japonais, qui a pendant longtemps été un modèle un tout petit peu figé entre les actionnariats croisés et la favorisation des familles propriétaires. Voilà la biographie de l'équipe, des gérants qui s'occupent de ça chez nous. Je crois que ça n'offre pas un intérêt particulier. Je peux passer au fond. Voilà, on ne m'a pas mis le reste de la présentation. Ce n'est pas grave. Les résultats ont été probants. C'est ce dont je voulais vous parler. Et puis, je serai ravi de répondre aux questions du public et de Thomas. Merci, Jean. Merci d'être venu. Tu es venu en voiture électrique ce matin? Mais comme tu sais, je n'ai que des voitures électriques. C'est un gros problème qu'on a tous les deux, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la mobilité. C'est une autre histoire. Alors avant de commencer, merci d'être venu pour nous parler du Japon. Il y a une question, je vais commencer par une question du public, puis après j'irai chercher la question d'André, dont tu as cité tout à l'heure. Et puis après on va essayer d'échanger tout ça. Alors Jean m'a téléphoné ce matin parce qu'il avait très peur que je le plante sur des questions vicieuses. Donc si vous avez des questions compliquées, c'est vous qui les poserez, moi j'ai pas le droit. La première question qui t'est arrivée par Internet tout à l'heure, ça me fait toujours bizarre, parce que dès qu'on parle d'investissement à l'étranger, quand on sort des États-Unis, tout le monde te dit oui, mais la monnaie. Et donc là, la première question, c'est qu'est-ce que je vais faire si j'investis au Japon et si le yen perd 40% l'année prochaine? Qu'est-ce que tu penses du yen en tant que... Alors, je pense qu'il y a deux réponses. Moi, je pense que le yen a eu des difficultés l'année dernière, et avec les changements du gouverneur de la Banque centrale, avec le changement de politique monétaire que nous anticipons, nous sommes plus constructifs sur le yen. Maintenant, lorsqu'on investit, moi j'ai toujours été, c'est ma grand-mère qui m'a appris ça, garde ton argent dans la monnaie dans laquelle tu as ton passif, et le fonds Taiko a une classe franc suisse qui est parfaitement hedgée et qui permet d'éviter de prendre ce risque. Moi j'ai une théorie qui m'a beaucoup protégé dans ma vie, c'est qu'il y a très peu de gens qui arrivent à faire des prédictions crédibles et durables sur les monnaies. Donc voilà, la réponse c'est hedgé.
T'en sais rien, d'accord. J'en sais rien. Ok. Alors, deuxième question, André, qui doit être quelque part dans le public, est-ce que tu veux nous poser ta question que tu as citée là-bas? Quelqu'un peut donner un micro à André? Et après, je répéterai la question. Parle fort, alors. Donc, ça, c'était fort. C'était fort comme voix. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, la question, c'était, est-ce que tu connais à quel moment Warren Buffett est rentré sur le marché japonais? Est-ce que c'est pas trop tard, même si on sait que Warren Buffett est un investisseur long terme? J'ai bon? Oui, parfait. Alors, je crois qu'il y a en fait deux questions. La question, c'est est-ce que c'est fini? Est-ce que la danse est finie? La réponse, après tout ce que je viens de vous dire, c'est moi, je pense que non. Sur la question de Warren Buffett, comme vous savez, c'est beaucoup plus facile pour lui, puisqu'il est tellement suivi, de claironner un certain nombre de choses qu'il a fait, puis après, tout d'un coup, il y a un effet d'entraînement qui est créé par les annonces. La réponse à la question, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas quand il est rentré, je ne sais pas jusqu'à quand il est resté. Il a encore dit, je crois, le mois dernier, qu'il ajoutait à ses positions essentiellement dans ce qu'on appelle les trading houses, mais la réponse à la question, je ne l'ai pas. Par contre, je suis toujours frappé par le fait que les gens ont beaucoup de peine à investir dans le cœur de la nuit. Vous vous souvenez de cette merveilleuse phrase « il faut acheter au son des canons et vendre au son des clairons ». Et sur le Japon, on assiste véritablement à un espèce de biais comportemental où les gens n'aiment pas ce marché. Moi, j'ai lu une étude que je n'ai pas retrouvée, malheureusement, donc je vais vous la citer de mémoire, et vous allez je ne peux pas le substantifier, mais vous vous souvenez, il y avait un très grand investisseur institutionnel qui s'appelait Peter Lynch, qui gérait aux États-Unis le fonds Fidelity Magellan. Et Peter Lynch avait cette particularité d'avoir eu des performances absolument remarquables sur la durée, puisque je crois qu'il avait annualisé plus de 30%, alors que le Dow Jones et le S&P 500 avaient fait beaucoup moins en termes de performance. Eh bien, en fait, la recherche académique a montré que les clients qui avaient investi avec lui n'avaient seulement fait 7%. Non pas parce qu'il y avait des frais très importants, non pas parce qu'ils avaient été quelque part reniés de la rentabilité, mais parce qu'ils avaient acheté haut et vendu bas. C'est en fait la pire stratégie qu'on puisse faire, c'est d'acheter quand c'est déjà beaucoup monté. Je pense qu'au Japon, on assiste à un phénomène de entre guillemets, marché oublié ou marché mal aimé, et je pense que c'est toujours mieux d'investir quand personne n'y croit que quand tout le monde en parle. Et je pense que maintenant, peu de gens croient qu'on aura un retour durable à un marché japonais soutenu. Je pense aussi qu'on n'en parle pas depuis si longtemps que ça, finalement, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne veux pas ramener ça à moi, mais on avait regardé sur le graphique à l'époque en base mensuelle, où on avait vraiment l'impression qu'on n'a rien foutu depuis 30 ans, c'est assez bien résumé, à plus ou moins 50% de mouvement, et puis maintenant on est en train de déclencher quelque chose qui potentiellement semble énorme. Il y a une question qui est venue dans le public via Internet, je ne vais pas la reprendre parce que tu as répondu dans la présentation, c'est est-ce que c'est judicieux d'acheter maintenant alors qu'on a déjà beaucoup monté? Tu viens d'y répondre, entre autres, mais enfin, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que le potentiel de hausse ici, on ne parle pas de 3% de hausse annualisée. Le potentiel de hausse, si ça démarre vraiment, il est explosif, quoi. Et les all-time high qui vont être atteints bientôt, ça paraît presque une évidence, on dirait presque un graphique sur l'intelligence artificielle, ils vont être cassés et ensuite, il y a encore du potentiel derrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que on commence à entendre, tu dis qu'on en parle beaucoup, on commence à entendre seulement maintenant, enfin moi dans mes canaux, les gens qui disent bon, comment j'investis sur le Japon? Parce qu'il y a 6 mois en arrière, tout le monde s'en foutait, il y a 3 mois en arrière, tout le monde s'en foutait, et là on commence à en parler maintenant. Alors, c'est compliqué de dire aux gens qu'acheter. Alors là, je ne veux pas dire qu'il faut acheter le fonds Quaero Capital, ça fait un peu marketing, mais d'autant plus que je ne suis même pas commissionné, mais ce que je veux dire, c'est aussi le truc derrière, c'est de comprendre. Toi, si tu devais faire du stock picking, est-ce que tu as des idées d'aller là-dedans ou est-ce qu'on n'est pas assez compétent là-dessus? Alors, longue question pour une réponse qui ne serait pas forcément très claire.
je vais fabriquer la question voilà, exactement. pour y répondre. Moi, je pense que... Alors, moi, j'aimerais faire le commentaire suivant. Nous sommes des gérants très actifs. Nous gérons un portefeuille qui est concentré avec 32 titres. Nous pensons que c'est la bonne manière pour avoir une performance de qualité sur la durée, mais évidemment, ce sont des portefeuilles qui sont plus risqués. Donc ça, je crois que c'est important de le dire, parce que nous ne sommes pas une gestion indicielle. Moi, je peux donner 3... Alors, nous avons des analyses sur place, nous faisons notre travail de recherche. Donc, bien entendu, moi, j'ai un certain nombre d'idées. Alors, vous savez, il y a un certain nombre de règles qui cadrent l'activité d'investissement. Moi, je ne peux pas vous faire de recommandations. Ce que je peux vous donner, c'est 3 exemples à titre purement illustratif, qui ne sont pas du tout des recommandations, mais qui sont juste... nous avons investi dans une banque régionale qui s'appelle Shibuya Bank. Le gouvernement japonais est déterminé à orchestrer une consolidation dans un secteur qui est peu profitable, et Shibuya Bank a un certain nombre d'avantages. Elles ont un cost-income ratio qui est largement supérieur, de bien meilleure qualité que ce qu'on appelle les Citibank au Japon, qui sont des banques concentrées dans les centres urbains. Et Shibuya Bank est déjà dans la phase de consolidation, puisqu'elle a acquis 7 à 8 concurrents régionaux ces 18 derniers mois. Enfin, c'est une société qui s'est lancée dans le fintech, qui s'est lancée dans la banque en ligne, qui est très en avance dans un secteur qui est un tout petit peu poussiéreux au Japon. Ça, c'est un exemple. C'est quelque chose qui capitalise sur la jeunesse, qui est celle qui va bénéficier de cette hausse de salaire dont je vous parlais. Et moi, ça me paraît, voilà, quelque chose, c'est une idée facile. L'autre idée, par exemple, auquel moi je tiens beaucoup, c'est une société comme Daikin. Les gens la connaissent en Europe, parce que c'est un des leaders mondiaux dans les airs conditionnés, les pompes à chaleur, etc. Et c'est une société qui a des caractéristiques de se développer extrêmement fortes. On a racheté une société qui s'appelle Goodman aux États-Unis et qui sont les leaders dans les économies d'énergie. Donc, ils vont bénéficier dans une activité qui n'est pas une activité très propre, hein, parce que l'air conditionné, comme vous le savez, ce n'est pas une activité verte. Je dis ça parce qu'on est tous en train d'étouffer en ce moment. Non, pas ici. Mais, le résultat, c'est que nous avons un leader mondial, de notoriété mondiale, avec une très très grande qualité de gestion, peu de dettes, une très forte génération de cash flow, et personne n'y pense. C'est comme Komatsu, c'est la même chose. Peut-être le dernier exemple que je peux donner, c'est Marui, qui est le retailer, qui est aujourd'hui complètement en train de changer de modèle et d'exploiter les 8 millions de détenteurs de leur carte de crédit, vous savez, comme la Supercard Coop, pour essayer de faire un modèle Jones de Internet Banking avec des profitabilités très élevées, puisque la firme distribue 100% de son profit en dividendes et a racheté 14% de ses titres ces 18 derniers mois avec des effets positifs pour leurs actionnaires. Je vais passer un peu au chapitre géopolitique, parce que on a eu l'histoire de Taiwan Semiconductor récemment, où Warren Buffett justement était rentré dedans, puis il est ressorti brutalement parce qu'il y avait des tensions entre la Chine et les États-Unis. Je disais, il y a toujours, a priori. Quel est le risque? Est-ce qu'il y a un risque déjà? Parce qu'on sait qu'ils ne s'aiment pas beaucoup non plus entre les Japonais et les Chinois, mais qu'est-ce qu'ils font comme échanges commerciaux? Est-ce qu'il y a un risque commercial entre les deux? Est-ce que, il suffit de dire que s'il y a une guerre mondiale, j'imagine que ça va être compliqué, mais si entre le rapport Chine-Japon. Alors, le rapport Chine-Japon, il est meilleur que le rapport États-Unis-Chine, mais le Japon est clairement un pays qui est inclus dans les pays occidentaux, si je puis dire, même si c'est le pays le plus à l'est, c'est un des pays phares du monde occidental. Je crois que le problème géopolitique, il est beaucoup plus large que juste la question de la Chine et du Japon. Je pense qu'il y a évidemment la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a divisé les fronts. C'est l'Occident contre le reste du monde. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. On est vraiment dans une situation où nous, l'Occident, on soutient l'Ukraine, on a l'impression, on a le bon droit avec nous, mais il faut bien reconnaître qu'il y a peu de pays en dehors du monde occidental qui soutiennent l'Ukraine, qui soutiennent les États-Unis dans cette activité, un étant le Japon qui est, comme je vous l'ai dit, dans le monde occidental. Et puis il y a un problème qui est à mon avis beaucoup plus grave et beaucoup plus permanent, c'est la division entre la Chine et l'Occident. Moi, je n'arrive pas personnellement à comprendre la Chine qui est en train de s'aliéner ses 2 plus grands partenaires commerciaux. Et je ne peux pas imaginer que la stratégie de M. Xi
qui est de dire on va soutenir M. Poutine, on va essayer de créer une autre voie, celle de l'Occident, les commentaires qu'il a fait avec M. Lula, je n'arrive pas à croire que c'est une politique qui va durer très longtemps, parce qu'il y a une très 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 forte dépendance de la Chine au monde occidental pour ses exportations. Dans ce contexte, je pense que vous avez observé qu'il y a des tensions entre le Japon et la Chine, mais il y a aussi un essai des deux côtés d'apaiser cette relation bilatérale pour ne pas qu'elle soit capturée par la dispute entre les États-Unis et la Chine. Où est-ce que ça va nous mener? Moi, j'ai peu... Ça, c'est vraiment très dur de le dire. Moi, j'ai dit que la Russie n'entrerait jamais en Ukraine. Moi, je crois que la Chine ne va pas entrer à Taïwan. Mais enfin, maintenant, je le dis avec beaucoup plus de précaution que ce que j'ai dit au sujet de l'Ukraine. Je crois qu'on n'est pas dans une situation géopolitique saine. Et moi, je pense que la géopolitique, ce qui est extrêmement rare, va dominer le narratif des marchés ces prochains mois. En tout cas jusqu'à la fin des élections américaines. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui investir en action en ignorant le facteur géopolitique. Ce qu'on a pu, je vous rappelle qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale et que 1942 a été une des meilleures années boursières, qu'on a eu la guerre froide, dans les guerres du Vietnam, la guerre de Corée, etc. Et on s'en est tous foutus. Je suis désolé d'utiliser des termes un peu familiers, crus, mais en fait, oui, il y a eu des explosions, il y a eu des corrections de marché, mais dans la réalité, ça n'a pas eu beaucoup d'effets. Là, je pense que cette année, ça va avoir des effets, et je pense que jusqu'aux élections américaines, parce que je pense que le dialogue politique aux États-Unis est extrêmement vitriolique et que la Chine et la Russie vont être prisonniers, ces thèmes vont être prisonniers de les campagnes présidentielles. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Vous avez les micros à disposition avant que je fasse le micro moi-même? Alors, monsieur, déjà. Alors, oui, j'ai une question. J'ai des vagues souvenirs de mes cours d'économie de l'Uni qui disaient fondamentalement que la croissance économique, il y avait deux vecteurs. Le premier, c'est la croissance de la population, donc celui-là, on oublie pour le Japon. Et le deuxième, c'est l'innovation. Donc, vous l'avez à peu près abordé avec la productivité, j'imagine. Mais je me posais la question de savoir si vous avez observé sur ce marché un changement fondamental du tissu industriel ou en tout cas des différents secteurs d'activité au niveau du Japon qui matcherait plus maintenant avec les méga-secteurs et qui pourrait justifier aussi une plus forte croissance au niveau du Japon. Ou en d'autres termes, est-ce que le Japon est vraiment bien positionné par rapport aux méga-trends qu'on observe au jour d'aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut voir l'économie japonaise comme sur cet axe-là, l'axe dont vous parlez, comme deux mondes parallèles. D'un côté, il y a un monde avec une très très grande capacité d'innovation technologique, avec une très très grand dynamisme, avec, vous savez qu'ils sont extrêmement en avance dans le domaine de la robotique, de l'automatisation, et ils l'ont fait sur la durée. Vous vous souvenez, dans les années 90, 80-90, d'abord dans tout le développement des microprocesseurs, ils ont été extraordinairement forts, et puis ensuite, dans les années 80-90, ils ont été extrêmement avancés dans le domaine de la robotisation des entreprises, etc. Il y a une tradition au Japon de ça, et ça, moi, je pense qu'elle va continuer et qu'elle est absolument nécessaire pour compenser la perte de main-d'œuvre. Sur la question démographie, et l'autre partie de l'économie japonaise, c'est une économie très ossifiée. Je vous ai parlé des EMS, vous avez une économie qui est très ossifiée, et là, vous avez un potentiel très important où les changements marginaux n'ont pas besoin d'être très spectaculaire pour produire des effets considérables. Regardez, je vous ai parlé des EMS, je ne suis pas obsédé par le sujet, mais regardez la Suisse, la France, il y a en fait 1, 2, 3 acteurs en plus de l'État, c'est tout. Il n'y a pas de... Au Japon, le plus gros acteur, il a 1% de part de marché. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour faire une très très grosse différence pour l'actionnariat. Donc vous avez cette économie qui est dichotomique, qui a une partie extrêmement moderne, extrêmement avancée, etc., mais une partie ossifiée sur laquelle il y a un énorme effet de levier possible avec peu de moyens. Maintenant, sur la démographie, j'aimerais dire deux choses. Le Japon a fait quelque chose d'extraordinaire dans son bear market, c'est que le PIB par habitant a augmenté depuis, je crois, 1998.
Ne me citez pas sur la date, mais on a eu 10 ans horribles, on a eu une décade horrible, et puis en fait, malgré une baisse de la natalité, en fait, la richesse par habitant au Japon a augmenté. Et ça, c'est quelque chose qui passe très très inaperçu. En d'autres termes, c'est un pays qui a réussi à contredire vos professeurs d'économie politique, qui ont dû être les mêmes que les miens, et s'ils avaient un accent suisse-allemand. Et le résultat, c'est que je crois que ça, il faut le dire sur le Japon. Et puis la dernière chose que je dirais sur l'aspect démographique, c'est que le Japon a toujours la possibilité de changer sa politique d'immigration. Hein. Et ça, il y a des bruits qui sont en train d'arriver. Il y a une vraie, je dirais, point d'interrogation philosophique auquel le Japon fait face. Voilà. Et je ne peux pas vous donner le produit de leur discussion parce qu'on ne le sait pas encore, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est très vite fait. Hein. Comme vous savez, les Philippines exportent des milliers et des millions de travailleurs étrangers. La même chose pour la Thaïlande, la même chose pour le Vietnam, et puis je pense que la Chine, à un moment donné, va se mettre à ça. Et le Japon a un réservoir potentiel, si elle décide de changer ses politiques, qui est absolument colossal. Question suivante. Oui, déjà merci pour votre présentation parce que je pense qu'on a tous appris quelque chose. Mais il y a le revers de la médaille. Vous avez présenté tous les aspects positifs du Japon sans trop parler des risques. Et moi, comme potentiel investisseur étranger, j'en vois un de gros comme une maison de risque, c'est tout ce qui est le droit des affaires et l'état de droit. Si on se rappelle, il y a quelques années, il y a eu l'affaire de Carlos Ghosn, ou plutôt Carlos has gone. On a tous bien rigolé avec ce qui s'est passé, mais au début, on a dit qu'il avait été en justice au Japon pour essayer de régler ses problèmes. Et là, on a dit, oui, mais un étranger, de toute façon, au Japon qui intente un procès, 98%, il va perdre. Ça, comme potentiel investisseur étranger, moi, ça me fait peur plus qu'autre chose. Alors, moi j'ai été choqué comme vous par ce qui est arrivé dans la justice pénale au Japon. Par contre, dans le droit des affaires, j'ai d'autres expériences. Mon expérience, elle est personnelle, elle ne fait pas de ça une règle, mais vous avez un fonctionnement de la société civile et de la société des affaires au Japon qui est extrêmement similaire à ce que vous pourriez avoir en Angleterre, aux États-Unis, avec des cabinets d'avocats. C'est vrai. On a découvert avec l'affaire de M. Ghosn un certain nombre de choses qui, nous, dans les démocraties occidentales, nous paraissent totalement inacceptables. Mais c'est comme un pays démocratique, c'est un pays où le droit des affaires est moderne et où mon expérience personnelle, c'est qu'on est dans un environnement légal qui est totalement similaire à ce qu'on pourrait avoir dans une démocratie occidentale. Ça, c'est mon expérience. Je n'ai pas eu cette même expérience dans d'autres pays d'Asie, mais pour le Japon, je crois que vraiment, on peut dire, dans le domaine des affaires, qu'on est dans une situation d'état de droit. Moi, je pense qu'il y a d'autres risques. Je pense que je vous ai parlé du risque géopolitique. Il y a quand même un risque d'exécution important. Il y a des risques aussi politiques. Hein. Comme vous savez, c'est une démocratie vivante et il y a un certain nombre d'oppositions. En particulier, il y a un débat politique très très important sur le réarmement, etc., etc. Je ne pense pas que la question du droit, dans le domaine du droit des affaires, est un risque important. Une dernière question. Bonjour. Là. C'était moi, pardon. Là-bas, je suis désolé pour les autres, mais... Merci beaucoup pour la présentation, très très intéressant. Vous avez parlé typiquement des multiples de valorisation qui étaient assez bas pour le Japon, dire que le Japon n'est pas forcément aimé par les investisseurs. Juste un exemple très personnel, les quelques fois où j'ai été faire des recherches sur les boîtes japonaises, je me suis quand même pas mal arraché les cheveux. C'était pas très clair, le business model n'était pas très clair, il fallait quand même beaucoup de temps. Si je compare, vous parliez des analyses typiquement du S&P où les boîtes sont beaucoup mieux couvertes, est-ce qu'il n'y a pas finalement peut-être un problème de corporate culture sur le fait d'être attractif pour des investisseurs étrangers, le fait de rendre facilement compréhensible des business models? Est-ce que peut-être il n'y a pas un... Voilà, est-ce que c'est pas à ce niveau-là que ça pêche aussi? Que si vous trouvez une boîte qui a un business model génial, beaucoup de cash, qui opère très bien, mais que personne n'a entendu parler de cette boîte et que pour aller voir, voilà, il y a juste des reports, juste des chiffres financiers, est-ce qu'il n'y a pas finalement ce problème au Japon de se dire être plus facilement accessible pour des investisseurs, notamment étrangers? Je crois que vous avez raison que ça, c'est une barrière au Japon. Et c'est une barrière à deux niveaux. D'abord, il y a une barrière de la langue, hein, parce que énormément, dès qu'on sort des grands titres,
on est confronté aux Japonais, on est confronté Et puis il y a une barrière qui est liée au fait que pendant très très longtemps, il y a eu des actionnariats croisés et au fond c'était un espèce de petit capitalisme plomb-plomb qui dormait un peu. Enfin, je schématise, j'aimerais pas être cité dans le journal, mais je crois que c'est vrai que c'était... Moi je pense que l'opportunité elle est précisément dans le changement de culture. Et on parle des risques tout à l'heure, alors la question c'est le risque, c'est qu'il n'y arrive pas, mais je crois qu'il est précisément dans le changement de cette culture. Et je pense qu'il y a une combinaison de facteurs, comme je vous l'ai dit, je pense que le gouvernement est hautement conscient du fait qu'il faut changer la culture, parce que sinon l'épargne va tout simplement être détruite par la hausse des taux, par le fait qu'il y a de plus en plus de vieillissement, etc., etc. Donc je crois qu'on est en train d'assister à ce changement et je crois que les mesures qui sont prises, les nouveaux codes de gouvernance, les mesures de la bourse de Tokyo, les mesures aussi au niveau des activistes qui ont le droit maintenant qu'on laisse fonctionner, vont avoir un effet très important. Mais vous avez raison, nous on a des gens sur place, on a des gens qui nous aident en japonais au Japon, des japonais, parce que c'est très difficile d'avoir l'information et qu'on est quand même dans une autre culture. Mais vous avez ce problème quand vous investissez en Chine, vous avez ce problème quand vous investissez même dans des pays... Enfin, moi, j'ai investi beaucoup de ma vie. Moi, j'étais personnellement un spécialiste de l'Asie et dans tous les pays dans lesquels je suis confronté, l'anglais était pauvre. Et c'est un problème qu'on a dès qu'on est un investisseur étranger. Est-ce que quelqu'un a encore une question courte? Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Merci. Je voulais vous poser une question parce que je trouve qu'il y a quelques points qui se recoupent un petit peu. Parce que les chandeliers japonais, après il y a Ishimoku, après il y a aussi Aikenashi. C'est des méthodes d'analyse qui sont intéressantes et je voulais savoir si éventuellement vous connaissiez des méthodes d'analyse que des Japonais utilisent ou ce genre de choses, parce que c'est des systèmes qui font sens à certains moments. Et après, le Premier ministre japonais, il y a quelques mois, il y a eu une tentative d'assassinat sur lui, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà. C'est peut-être une question un peu longue, mais voilà. Alors, les techniques d'investissement, les chandeliers japonais, les candlesticks, ça vient de chez eux. Je pense que la question, elle n'a rien à voir avec la situation actuelle. C'est une méthode d'investissement. Et les Ishimoku, c'est une technique d'investissement graphique aussi. Ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et puis, c'est l'ancien Premier ministre qui a été abattu. Il est mort. Il est mort, ouais. Après, ça reste du géopolitique. Moi, en fait, vous posez 2 questions. Sur les méthodes d'investissement, nous, on est très ennuyeux. Nous, on croit à ce que les Anglais appellent du value investing. C'est-à-dire que moi, je pense que si vous investissez dans des entreprises solides, avec des bilans solides, avec une forte génération de cash flow, et que vous ne surpayez pas, et que vous asseyez, parce que je pense qu'on fait de l'argent avec son derrière en bourse, moi je pense, nous c'est ce qu'on croit. Chacun a le droit à sa méthode. Comme vous savez, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Nous, on est dans la demeure value, et c'est ça qu'on aime faire. Et je ne veux pas faire de commentaires sur les méthodes des autres. Quelquefois, ils sont mieux que nous. J'espère que quelquefois, on sera mieux qu'eux. Voilà, ça c'est la première chose. Sur le risque politique, je vous rappelle qu'il y a 4 présidents des États-Unis qui ont été assassinés. Ça a été le meilleur marché sur cette terre ces 30 dernières années. Ce serait pas mal en ce moment. Enfin, Pardon ? Ce serait pas mal en ce moment. Enfin, donc le résultat, c'est que voilà, malheureusement, il y a des cinglés partout. Je crois pas que ça rend le Japon plus instable politiquement. Je crois qu'au contraire, sur le plan politique, c'est même un problème du Japon. Il y a souvent eu trop de stabilité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les assassiner, hein, mais je ne crois pas que ça, c'est un facteur inquiétant. Je serais beaucoup plus inquiet dans d'autres pays de la situation politique. Je crois qu'au contraire, le Japon a montré une extraordinaire stabilité ces 70 dernières années, après la Deuxième Guerre mondiale, avec des alternances de pouvoir tout à fait pacifiques et un système assez transparent. Merci beaucoup pour ces 45 minutes. Je te remercie d'être venu. Je te prête ma voiture électrique. Non, alors ça c'est gentil, j'ai un mot du médecin, j'ai plus le droit. Donc... Merci beaucoup. Bon, merci. À bientôt.